faisiez partie des élèves qui avaient été choisis par Feu Sa Majesté le roi Hassan II pour accompagner Sa Majesté Mohammed VI. Bref, vous avez une carrière extraordinaire. Et vous êtes un érudit, vous êtes un fin lettré. Et dans ce pays, quand on a la chance d'avoir des personnes de ce niveau, on est heureux de les voir occuper les plus hautes fonctions. C'est la raison pour laquelle je vous ai invité, parce que j'ai un profond respect pour vous, pour votre trajectoire, mais davantage pour l'homme que vous êtes, un respect pour l'homme que vous êtes, et pour sa fidélité aux personnes qu'il a. Donc je vais d'abord vous poser ma première question. Racontez-moi, racontez-nous votre enfance et votre jeunesse. C'est très difficile d'en parler, mais je crois que quelque part, ça mériterait, dans la mesure où ce serait un témoignage sur un monde évanescent qui a cessé d'exister. Je suis natif d'Oqsar Souq, ce qui est aujourd'hui Rachidia. C'était son nom. Je suis né exactement le 24 décembre en 1962. Et comme je vous ai dit, ce hameau, parce que c'était même pas une ville, on appelait le filage par corruption du mot village, était un peu une survivance de la France coloniale. Donc, un peu le style saharien qu'on trouve un peu à Béchar, etc. Et donc, on était beaucoup plus marqué par cette culture, j'allais dire, de l'Algérie française. Voilà, donc c'était un peu mon enfance. Je suis né à Oqsar Souq, même si je suis originaire d'un petit hameau qui s'appelle Tazmourit, le diminutif d'Azmour qui veut dire olivret. Et j'ai commencé ma scolarité dans un village minier qui s'appelle Mebladen. Mon père a voulu tout simplement que je gagne une année. Il avait un ami à lui dans l'enseignement. Et j'étais inscrit donc pour intégrer l'école à l'âge de 6 ans au lieu de 7 ans. Donc j'ai commencé mon CP, comme on l'appelait à l'époque, à Mebladen. Mais je n'ai pas tenu. Je n'ai pas tenu parce qu'en fin de compte, je n'étais pas chez moi, etc. Et puis en fin de compte, le modus vivendi était que je regagne un peu mon grand-père maternel à Midelt. Plus exactement un village à côté de Midelt, Tahkit. Donc j'ai fait une bonne partie de mon primaire à Midelt. Ce qui fait que, jeune, j'ai eu le commerce de la langue amazigh, etc., ou d'amazigh, etc. Donc voilà, c'était un peu finalement, et puis j'ai rejoint mon village natal, Oqsar Souq, etc., où j'ai eu mon certificat des études primaires. Il est important peut-être de dire que ma conscience politique a été limée par 2 grands moments. Le premier, c'était l'infiltration des maquisards en 73. J'étais aux études, ce qu'on appelait donc le certificat des études primaires. C'est quelque chose qui m'avait marqué parce qu'il y avait tout le mouvement d'hélicoptères, de mobilisation, le bruit de bottes et puis bon, les rumeurs, etc. Donc ça m'avait marqué. Et le deuxième élément qui a un peu pratiquement limé ma conscience politique, c'était la guerre de 73, la guerre d'octobre. Voilà, donc j'ai vécu ces moments chez moi, dans mon patelin. Mais ce qui a changé un peu pratiquement la perception de cette région très excentrée et qui servait comme lieu de mesure disciplinaire, donc pour un certain nombre de fonctionnaires, c'était la marche verte. Je crois que c'est un moment très marquant. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, on s'est senti marocain. C'est quelque chose qui, quelque part, enfin, en tout état de cause, le mot Oqsar Souq commençait à circuler, etc. Et ma conscience, disons, ma perception des choses a commencé par 75. Je crois que c'est un moment très marquant. Je viens de lire un excellent livre de M. Hassan Tariq, notre ambassadeur en Tunisie, sur l'identité marocaine.
il me cite en disant comme quoi 75, c'est-à-dire la marche verte, est un moment marquant sur un peu la marocanité. Le nom de cette ville va changer pour devenir Rachidia. En 76, j'étais parmi ceux qui ont été pressentis pour faire leurs études avec celui qui était prince héritier sur un certain nombre de critères, etc. Et j'ai intégré le collège royal le janvier 77. Bon, voilà, donc j'ai fait pratiquement toute ma scolarité au collège royal et puis à la fac de droit, etc. Et dans le sillage de celui qui était prince héritier. Et puis bon, après coup, j'ai gambadé, etc. Et j'ai fait ma vie où la vie m'a fait, etc. Donc, c'est des événements politiques qui vous ont façonné, qui vous ont permis d'appréhender le Maroc. Vous avez dit les maquisards, vous avez parlé de la guerre avec Israël, et vous avez parlé également de la marche verte, qui a été un ciment qui a permis d'unir tous les Marocains autour d'un projet commun. Et puis, comme vous étiez un excellent élève, vous avez été choisi pour étudier avec Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui était prince héritier à l'époque. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu des études au Collège Royal, de leur teneur, de la rigueur de ces études-là, et de comment Sa Majesté le roi Hassan II suivait de très près votre éducation intellectuelle en compagnie du prince héritier de l'époque. Bon, j'étais sélectionné sur des critères... bon, je ne sais pas si j'étais bon élève, etc. Et puis bon, de toutes les manières, je crois que les critères ne doivent pas forcément, disons, être conforme à ce qu'on pourrait appeler excellent élève. Mais dans tous les cas de figure, j'ai fait partie de ces jeunes qui ont été sélectionnés au Collège Royal, donc à partir de 77. Et effectivement, c'était un autre système que celui que j'avais suivi dans le système public. Bon, mon français était très approximatif, donc dans mon patelin, je le parlais, si on peut dire ainsi, avec un fort accent, parce que pour moi, en fin de compte, la langue française était des exercices de grammaire et de conjugaison. Et donc, je n'avais pas la même latitude de ceux qui le parlaient chez eux, qui avaient suivi, disons, le cycle français, etc., la mission française, ou tout simplement dans un certain nombre d'établissements où le bilinguisme était en vigueur. Donc, quelque part, j'étais pratiquement en retrait par rapport au canevas du Collège Royal en termes de langue française. Et si j'en parle, c'est tout simplement pour dire que le Collège Royal reposait sur un bilinguisme. Je crois que quelque part, un peu la fabrique du Collège Royal, c'était le bilinguisme. Parce qu'en fin de compte, le Collège Royal était une reproduction de ce qu'était un peu le système mis en place par l'UET avec le Collège Moulay Youssef. Donc, et le Collège Royal était tout simplement aussi donc un avatar de ce système, etc. Donc, d'une certaine manière, le Collège Royal était une survivance d'un système qui a pratiquement cessé d'être. Donc, il y avait un peu ce souci de bilinguisme et aussi ce souci quand même d'être à cheval sur un peu la culture traditionnelle. On avait pratiquement des grands maîtres dont certains étaient issus de la Qarawiyyin, du système traditionnel, etc., doublé d'un système moderne. Et parallèlement, donc, il y avait un peu le programme de la mission française. C'est quand même assez dur pour un étudiant ou un élève, finalement, pratiquement, d'être l'objet de plusieurs, finalement, influents académiques, un système traditionnel, un système public et un système à la française. Et donc, quelque part, c'était au détriment d'un confort. Bon, je reprends un peu le terme qui a été utilisé par Feu Hassan II en qualifiant le système du Collège Royal à la spartiate. Donc, ça l'était.
On se réveillait à 6 heures du matin, on commençait par l'apprentissage du Coran, la levée des couleurs, etc. Et puis on commençait à 8 heures jusqu'à 11 heures et puis séance de la gymnastique, et on reprenait pratiquement à 14 heures. Donc pratiquement il n'y avait pas de répit jusqu'à 18 heures, et puis commençait à partir de 18h30 la session d'études. Voilà. Tout cela ponctué quand même aussi par les prières de Dohr, de l'Asr et de l'Maghrib, etc. et de l'Aïcha. Hassan II avait dit comme quoi, bon, pour le système qu'il voulait conférer à son héritier, il n'avait pas fait preuve d'imagination. Il voulait tout simplement donc transmettre le même système qu'il avait reçu. Donc quelque part, c'était le système qui prévalait lors du protectorat dans un certain nombre de fleurons, Moulay Idriss, Moulay Youssef, et le Collège Royal était donc une excroissance de ce système. Voilà, donc, et on a passé le baccalauréat marocain. Donc le baccalauréat, les examens par lesquels on était sanctionné, c'était le système marocain. Donc, mais je vous dis, c'est un peu quand même dur pour un élève, un étudiant, pratiquement, d'être à la fois dans 3 systèmes. C'est difficile finalement à faire une synthèse. Ça demande une certaine agilité intellectuelle. Une certaine agilité difficile. Bon, moi, j'ai un peu vécu la chose. Je ne peux pas parler au nom des autres, mais dans tous les cas de figure, ce ne fait pas une chose facile pour moi. Donc, être pratiquement dans un système traditionnel, apprendre la grammaire arabe dans l'Alfiya, par exemple, apprendre l'instruction religieuse dans Ibn Ashir, etc. Et puis par la suite, vous passez à un autre registre issu de la mission française. C'est 2 mondes. C'est 2 mondes. Et donc, qui ne s'agrègent pas forcément. Donc, qui pourrait peut-être confiner à une forme pratiquement de brouillage. Il faudra du temps pour finalement laisser les choses se décanter. Qui s'opposent parfois même dans les lettres. Oui, mais il est vrai que quelque part, on gagne en termes de perception. On gagne en termes de perception. On est à l'aise dans plusieurs, finalement, champs culturels. On est à l'aise avec les francophones qu'on comprend. On est à l'aise aussi avec les arabophones. On est à l'aise avec les modernes. On est à l'aise avec les traditionnels. Et d'une certaine manière, oui, c'est une éducation élitiste, mais à la dure. À la dure. Je comprends un peu toutes les familles. J'aime à dire que quelque part, je suis le cousin de toutes les familles sans faire partie d'aucune famille, en fin de compte. Je peux comprendre les francophones, je peux comprendre les traditionnels sans être traditionnel. Je peux comprendre les francophones sans être moi-même, disons, francophile. Voilà. Et d'une certaine manière, il me semble qu'il n'est plus possible de transposer ce système. Parce que le Maroc a changé, le monde a changé. Ouais. Vous avez parlé de la richesse de cette formation, mais en même temps de sa difficulté, à la fois par le fait qu'elle soit complexe, parce qu'elle repose sur diverses cultures, et en même temps par le côté spartiate, où vous êtes réveillé très tôt le matin, vous avez des activités sportives obligatoires, en même temps vous devez effectuer la prière, etc. J'aimerais que vous me disiez quelle image vous gardez de Sa Majesté le roi Hassan II à cette époque-là? Vous savez, bon, moi je garde la première des choses, c'est que je l'ai vu pour la première fois, enfin, disons en chair en os, je l'avais vu quand j'étais élève à Qasr Souq, mais bon, c'était lors de l'inauguration d'un certain nombre de projets où il était venu, et je me rappelle, en 1974, il était venu pratiquement à l'improviste. Et on apprenait comme ça, subitement, que Hassan II était venu, etc. Il avait prononcé un discours qui avait fait date, le discours d'Erfoud. Un discours où pratiquement, je me rappelle d'une expression flusque et clouneidina, parce qu'effectivement, il y avait la flambée des prix des phosphates. Et donc, c'était un discours cadre qu'il avait prononcé à Erfoud.
Bon, je l'avais vu après coup, etc., mais comme un jeune, etc., donc sur la chaussée qui tout simplement est sorti voir le roi du Maroc. Donc je l'ai vu en chair et en os, et je lui ai embrassé la main, donc en janvier 77. Et bon, j'étais impressionné, bien sûr. J'étais impressionné. Et il avait assisté à un premier coup donné par feu Hajj Mohamed Bahnini sur le Mu'allaqat, ses odes pré-islamiques, etc. Il était venu, autant que je sache, je me rappelle, deux fois, séance pratiquement d'inspection, mais il tenait quand même à présider ce qu'on appelait la remise des prix. Donc il y avait une cérémonie de remise des prix à laquelle il tenait, où pratiquement donc, il y a les discours du ministre chargé de l'éducation des princes, le directeur du collège royal, etc. Et puis il y a un certain nombre de programmes disons, donnés par les différentes classes des princes, etc., qui passent des chansons, aux pièces de théâtre, etc., en arabe et en français. On avait joué, je me rappelle, donc la pièce de Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand, et d'autres. Je ne me rappelle pas de toutes les pièces, etc., comme on avait, etc. Donc, et bien sûr, c'était un honneur aussi, donc, de se reproduire face au roi du Maroc. En 79, il avait opéré une forme de refonte du Collège royal. Je me rappelle qu'il avait, en s'adressant à celui qui était ministre de l'Éducation, Seyhazdine Laraqi, en disant je veux une éducation à la marocaine. Freud ne connaît pas. Donc une éducation à la marocaine. Alors je ne sais pas ce que cela veut dire, mais dans tous les cas de figure, il attachait beaucoup d'importance à l'éducation. Et quelque part, il voulait en quelque sorte que ce système soit transposé pratiquement au niveau du ministère de l'Éducation. Je ne sais pas si c'est possible, mais dans tous les cas de figure, il suivait l'éducation. Bon, ceci étant, il faisait quand même la distinction entre deux choses. D'après ce que m'avait dit celui qui était directeur du Collège royal, c'est Mohamed Shafiq, quand Hassan II aurait dit, parce qu'en fin de compte je tiens ça de c'est Mohamed Shafiq, l'instruction c'est vous, et l'éducation c'est moi, c'est-à-dire l'éducation des princes. Donc quelque part, seul un roi pourrait éduquer quelqu'un qui est appelé à lui succéder. Et donc, quelque part, il y avait une distinction entre l'instruction qui devrait revenir finalement à un homme du métier. Et en l'occurrence, c'est Mohamed Shafiq qui était directeur du Collège royal. Quant à l'éducation, c'était le roi. Et effectivement, on savait qu'on était donc les condisciples du prince héritier dans ce qui était l'instruction. Mais on savait qu'il y avait un autre espace qui était l'éducation et qui relevait directement de feu Hassan II. Et c'est pour ça que le prince héritier était appelé donc à présider un certain nombre d'activités ou à représenter Sa Majesté le roi Hassan II dans différentes occasions. Donc il y avait un peu finalement ces deux champs. Et donc on faisait incontestablement partie de ce qui était l'instruction, mais on savait qu'il y avait une sphère qui finalement relevait directement dans un rapport binôme roi-prince héritier. Très bien. Et Sa Majesté le roi Mohamed VI, quelle image vous gardez des années passées avec lui, des années d'études, aussi bien scolaires qu'universitaires? Vous savez, donc je vous ai dit, je ne peux parler que de ce qui était instruction. Il y avait... Je parle d'instruction. Oui, c'est cela. C'est-à-dire, je peux vous dire, je l'ai dit pratiquement à plusieurs reprises, parce que c'était tout simplement la vérité. Le prince héritier au Collège royal était un élève comme tous les autres. Enfin, un élève comme tous les autres. Peut-être il y avait des petites différences protocolaires. Bon, on l'appelait, comme c'était un peu l'usage, Smith-Sidi. Bon, c'était un peu l'usage, et je crois que quelque part, ce n'était pas propre à Dar el-Mekhzen. J'ai trouvé par la suite que, par exemple, dans
des familles fascistes ont aussi l'habitude de nommer un de leurs enfants, etc., rejetant Smith Sidi. Mais dans tous les cas de figure, d'autres enseignants l'appelaient Sidi Mohamed. Bon, il y avait Georges Fumaroli qui était professeur de français qui l'appelait Monseigneur. Bon, à part cela, finalement, il n'y avait pas un traitement de faveur, etc. On était pratiquement logés à la même enseigne, on mangeait dans le même réfectoire, etc. Et puis bon, quand il y avait des compétitions sportives, donc c'était finalement fondé sur l'émulation, etc. Donc il n'y avait pas... Et je crois que quelque part, c'était quelque chose voulu et même dicté par Feu Hassan II. Donc il fallait que le prince héritier évolue dans un contexte normal, tout en sachant bien sûr qu'il était prince héritier, et dans un petit, disons, milieu qui pourrait transposer un peu la diversité du Maroc, parce que finalement vous avez parlé d'un certain nombre de critères, mais je crois que quelque part, le critère de diversité à la fois sociale, mais aussi régionale, était de mise. Donc je crois que quelque part, on projetait un peu finalement différentes facettes du Maroc, de quelqu'un qui vient de Ouarzazate, quelqu'un qui vient de Marrakech, de Fès, etc. C'était l'objectif. C'était un peu l'objectif, oui, tout à fait, tout à fait. Et quelque part, peut-être on avait apporté, mais on avait gagné. Quelque part, si moi je peux parler de la culture maurisque, c'est parce que tout simplement j'ai connu très jeune. C'est une chance. Incontestablement. C'est une chance d'avoir eu des professeurs d'exception, parce que vous avez eu des professeurs d'exception au Collège Royal. C'était une chance également d'avoir pu bénéficier d'une superstructure qui était adaptée au futur roi du Maroc. Et bon, il me plaît de vous entendre dire que, à peu de choses près, Sa Majesté actuelle était un élève comme un autre. C'est-à-dire vous étiez traité de la même manière, à part quelques différences protocolaires, normales. C'est des différences protocolaires. La seule chose, comme je vous ai dit, c'était finalement le titre. Bon, mais c'était comme ça, Smith Sidi. Ouais. Bon. Mais bon, au réfectoire, il avait sa place comme tous les autres. Il pouvait, je n'ai pas de mémoire en fait, mais il pouvait être puni aussi. Bon, il y avait ce qu'on appelait pratiquement privé de sortie, ou 1 heure de colle, ou 2 heures de colle, etc. Donc, il n'y avait pas de favoritisme. Voilà. Il y avait aussi cette logique-là, c'est une logique française aussi. Par exemple, moi j'étais à Descartes, nous aussi on avait privé de sortie. C'était le système des internats. Voilà. Ouais, c'était le système C'est-à-dire, à il nous l'époque. arrivait si quelqu'un s'absentait, etc., il était puni légèrement, etc. Et sur le plan intérêt, quelles sont les matières qui vous intéressaient, vous, quand vous étiez au Collège Royal? Quelles étaient les matières qui avaient votre préférence? Personnellement, je venais avec une prédisposition pour les matières scientifiques. D'accord. Et pour dire les choses telles qu'on le présentait, j'étais matheux. J'étais matheux, je crois que j'étais très doué pour les maths. Et c'est un trait un peu caractéristique de cette région, de la région de je venais. J'étais très matheux, et donc je pensais que bon, j'allais faire Maths sup. etc. Mais au Collège Royal, donc c'était un peu la filiale A, donc plutôt la filière A, c'est-à-dire lettres modernes. Et donc voilà, donc il y a eu pratiquement donc une reconversion pour moi, et donc j'ai fait dans le sillage du Collège Royal donc les études de ce qu'on appelait lettres modernes. Bon, j'étais marqué par les lettres, la langue, et puis on avait de grands maîtres en termes de maîtrise de la langue arabe, dont certains étaient pratiquement de grands littérateurs reconnus. Le Hajj Mohamed Bahnini, qui n'avait pas son pareil en termes de maîtrise de la langue arabe, c'est lui d'ailleurs qui rédigeait certains discours de Feu Hassan II, et donc un certain nombre de missives, avec une belle maîtrise de la langue française. Parce que ça, on l'oublie. Hajj Mohamed Bahnini, qui était tout le temps drapé de sa djellaba, etc., donnait l'air d'être un traditionnel. Or, il avait une très très belle maîtrise de la langue française. Il avait fait ses études à l'université d'Alger, donc il avait un diplôme de lettres modernes, de licence, à Alger.
Et il était pratiquement le seul finalement à avoir fait ses études avec Mehdi Ben Barka. Donc le Hajj Mohamed Bahnini avait une très très belle maîtrise, Mohamed Shafiq, un excellent bilingue, qui était donc inspecteur de l'éducation nationale et avec un amour de la langue arabe, une belle maîtrise. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, bon, il était amazir et l'un des concepteurs du mouvement amazir. Je garde en esprit aussi Mohamed El-Fassi, très à cheval sur les règles de grammaire de langue arabe et un certain amour qui frise un peu pratiquement le chauvinisme quand il s'agit du Maroc. Donc, très, très patriote, très donc à telle enseigne que pratiquement présenter les choses se présentaient chez lui comme une poupée, des poupées russes. Il y a le monde musulman, à l'intérieur du monde musulman, il y a le monde arabe, à l'intérieur du monde arabe, il y a le Maroc, et à l'intérieur du Maroc, il y a Fès. Donc il y avait un peu ce chauvinisme de bon aloi. Il n'était pas de mauvais aloi, mais une très très bonne connaissance de l'histoire et qui nous enseignait deux choses concomitantes, l'histoire de l'islam et l'histoire du Maroc. C'est-à-dire que quelque part, il fallait connaître l'histoire de l'islam, Tarikh al-Hadara al-Islamiyya, mais un cours aussi sur l'histoire du Maroc, depuis pratiquement la période pré-islamique, c'est-à-dire phénicienne, vandale, romaine, etc. C'était un homme d'exception. Moi, j'ai appris à le connaître après coup. Je ne mesurais pas l'importance de Mohamed El-Fassi, que c'est après coup, je m'étais donné un peu la peine pratiquement de fouiller sur des archives, etc. C'était un érudit et en même temps un politique. C'était un politique, mais un érudit. Ouais. Bon, pour la petite histoire, il était membre de Majma' al-Lugha al-Arabiyya au Caire, donc l'Académie de la langue arabe. Et un beau jour, il commençait à parler de la langue amazigh qu'il avait apprise quand il était donc en exil à An-Nif. Donc, c'est quand même extraordinaire pour un homme finalement donc à l'époque pétri de la culture du nationalisme, etc., de comprendre l'importance de la langue amazigh. Et il l'a apprise. Donc, il faisait un exposé sur la langue amazigh. Et il était arrêté par le secrétaire perpétuel, je ne sais pas comment on appelait, ou le président de Majma' al-Lugha au Caire, Madkour, en disant nous sommes, disons, une officine de la langue arabe. Et il y avait Tahsin qui écoutait, il est intervenu en disant laissez-le parler, il est en train de parler d'une langue cousine avec notre langue ancienne. C'est-à-dire, il avait compris la parenté de l'amazigh avec l'égyptien ancien. Ça montre qu'il n'est pas aussi chauvin qu'on le croit. Oh, il n'était pas chauvin. Puisque même s'il était pétri de Fès, etc., et tout, en même temps, il il faut l'être aussi. Ouais. Bon, il faut aimer son pays. Voilà. Et en même temps, il a appris la langue berbère, etc., la langue amazigh, et ça montre à la fois son ouverture et son intelligence. Et puis, bon, c'est quelqu'un qui est un des signataires du manifeste d'indépendance. C'était un signataire, avec son épouse. Ouais. D'ailleurs, pour la petite histoire, il tenait à corriger quand on parlait de sa femme. Bon, les gens disaient Malik Al-Fassi, ils disaient non, Malik Al-Fassi. Donc, il fallait respecter pratiquement les règles de la langue arabe. On ne peut pas dire Malik Al-Fassi, etc. Et Malik Al-Fassi. Et je me rappelle aussi... je crois qu'il était responsable d'une revue qui s'appelait le Bayina. Je crois qu'à l'époque, elle avait cessé de sortir. Mais j'étais surtout marqué parce qu'il avait fait sur le Malhoun. Après coup, pratiquement, il avait compris l'importance de ce patrimoine et qui a initié pratiquement un travail de profondeur. Puis bon, c'est lui qui a introduit la langue arabe à l'UNESCO aussi. Donc, qui a fait que pratiquement la langue arabe soit une langue de travail à l'UNESCO. Donc, il avait une stature, pas que marocaine, donc une stature internationale. Je ne l'ai pas beaucoup connu. Par contre, j'ai connu ses enfants, certains de ses enfants. Et ils sont tous pétris de cette fibre nationaliste, de cette envie de servir le pays. C'était vraiment un homme exceptionnel.
Donc après vos études, après l'obtention du baccalauréat, vous avez choisi de devenir juriste, de faire du droit, d'apprendre le droit. C'est-à-dire que je n'ai pas choisi à proprement parler. Donc, c'est-à-dire, je faisais partie, donc, je n'arrive pas à trouver le mot, de cet ensemble, ou de ce groupe, ce groupe qui faisait partie, donc, du sillage du prince héritier, et donc qui avait fait droit. Je me rappelle que Feu Hassan II avait dit, comme quoi, bon, c'était un peu son père, Mohammed V, qui lui avait dit, bon, il faudra étudier le droit pour défendre ton pays. Le droit et l'histoire. Parce que pour les autres disciplines, tu peux toujours faire appel, ou vous pouvez toujours faire appel à des experts. Mais quand il s'agit de la défense de votre pays, il faut que vous soyez vous-même l'avocat. Je crois que c'est... Et donc, c'était un peu la logique des choses que le prince héritier de l'époque, l'actuel Mohammed V, fasse un peu ce qu'on son père avait fait, Hassan II, des études de droit. Et comme je faisais partie de ce groupe, donc j'ai fait droit ici à Rabat. Bon, la tradition ou la mode était à ce que les enfants bien nés ou ceux qui sont issus de bonnes familles, entre guillemets, etc., fassent leurs études ailleurs, en France ou en Suisse, au Canada. Bon, on venait de découvrir le Canada et à moindre mesure les États-Unis. Bon, le choix de Hassan II, que Dieu ait son âme, était à ce que son fils fonde un peu avec pratiquement les enfants du pays, etc., à la faculté, donc comme tous les Marocains, avec les mêmes enseignants, etc. Et c'est là où j'ai eu l'honneur et le privilège d'avoir votre père comme enseignant de droit constitutionnel. Donc c'était ce qu'on appelait le Maghreb al-Arabi. Il y avait pratiquement une section qui relevait de la fac de droit, qui s'appelait donc Janah al-Maghreb al-Arabi, parce qu'en fin de compte, c'était construit par le centre culturel égyptien. C'était un don de l'Égypte. Ils ont choisi ce nom et donc on a gardé un peu ce nom, même si pratiquement c'était le nom qui était donné. Et donc on avait fait nos études ici à Rabat avec tous les étudiants marocains. Bon, il y avait, il faut dire aussi, parce qu'il faut quand même être témoin de l'histoire et telles que les choses. Il y avait un programme parallèle qu'on appelait le droit comparé, donc ouvert à tout le monde, et qui était dispensé par des enseignants français de 18h à 18h30 chaque jour, qui venaient pour la plupart d'Aix-en-Provence et certains pratiquement venaient de Paris. Donc ce qui fait que quelque part on a un peu gardé la main pour tout ce qui est bilinguisme. Donc le matin, donc on avait le programme dispensé par l'université marocaine en arabe. Et à l'époque, bon, il n'y avait pas que les Marocains qui dispensaient leurs cours. Il y avait des Irakiens, des Syriens, des Égyptiens, etc. Donc, il n'y avait pas à l'époque une marocanisation totale donc du corps professoral. Donc voilà, j'ai fait mes études ici à la fac à Rabat. Très bien. Puis, vous avez été diplômé, vous avez obtenu d'abord la licence, puis après le DES, et vous avez choisi comme premier poste, si je me trompe pas, c'est d'être diplomate rattaché à l'ambassade. Non, c'est-à-dire que après la licence, parallèlement donc à ce qu'on appelait à l'époque le DES, c'est-à-dire le diplôme des études supérieures, il y avait une forme de stage. J'avais choisi les affaires étrangères. D'accord. Je tenais quand même, je ne sais pas pour quelle raison, plutôt happé et subjugué par tout ce qui était coopération, donc le dialogue sud-sud, etc., donc la déconnexion. Donc j'étais un peu sous l'emprise de ce discours tiers-mondiste qui était légitime, bon, avec le nouvel ordre économique mondial, etc. Samir Amin, etc. Samir Amin, etc. Et puis bon, Mohamed Bedjaoui, le nouvel ordre mondial, etc. Et un peu fort de ce bagage intellectuel, je pensais que quelque part, il fallait que je trouve un point de chute. C'était la direction générale de la coopération qui relevait du ministère des Affaires étrangères. Parce qu'en fin de compte, fut un moment où pratiquement donc la direction générale de la coopération était un ministère.
donc, qui était dirigé par un moment par feu Abdelwahad Rati. Et puis il y a eu la fusion. Donc j'ai commencé par ce qu'on appelait chargé d'études. Donc un stage, etc. Et j'ai intégré le cabinet de Filali. Et donc j'ai travaillé quand même jusqu'en 91 dans le cabinet de Filali. Avant donc d'intégrer, voilà, donc comme conseiller politique à l'ambassade de Washington. Vous êtes resté combien de temps aux États-Unis? Il faudra peut-être dire, parce qu'en fait, quand j'étais chargé d'études, il y a eu de grands bouleversements dans le monde. Peut-être qu'on n'était pas né. Si, j'étais né. Voilà, mais dans tous les cas de figure, c'était quand même le grand chambardement de l'Europe de l'Est et les débuts de la fin de ce qui était l'Union soviétique. Et rappelez-vous que pratiquement l'université était marquée par les idées de gauche à l'époque. Donc les idées de gauche étaient en vogue et quelque part c'était un mythe qui tombait. Donc c'était un monde. 89, la chute du mur. La chute du mur, etc. Donc quelque part. Et puis sur un plan pratiquement qui nous intéresse, qui nous interpelle, c'était quand même un réchauffement. Ou un dégel plus exactement, un dégel des relations maroco-algériennes. Donc il y avait la reprise des relations diplomatiques en 88. J'étais aux affaires étrangères et donc j'étais mêlé pratiquement à de grands événements, donc marquants dans les relations maroco-algériennes. Donc Chadli. Chadli, c'est-à-dire bien avant, il y avait donc la reprise. Je n'ai pas assisté au sommet qui s'est tenu en 88. Mais bien sûr, je l'ai suivi, où Hassan II donc, avait participé après la reprise des relations diplomatiques. Et parallèlement, et en marge plus exactement du sommet, il y avait une réunion qu'on appelait donc dans les faubourgs d'Alger, un lieu d'estivage qui s'appelle Zeralda, une rencontre à 5 plus exactement, qui était le point de lancement donc, du projet du Maghreb, etc. Donc, j'étais aussi aux affaires étrangères quand il y avait ce grand mouvement qui avait touché et frappé de plein fouet l'Algérie le 5 octobre 88. Donc, je suivais. On n'avait pas les moyens d'information dont nous disposons aujourd'hui, mais je suivais dans la presse algérienne, je recevais par fax tout ce qui s'écrivait, etc. Quand j'étais au cabinet de Filali. Donc, j'étais pratiquement aux premières loges pour suivre un peu le mouvement qui a préparé au sommet de Marrakech en février 89. J'y étais. Donc il y avait un grand espoir où j'étais pratiquement témoin. Bon, je n'étais pas dans les sphères de la décision, mais je n'étais pas loin. Où un grand espoir pratiquement donc nous animait d'une réconciliation qui pourrait finalement régler le problème du Sahara. Il y a eu par la suite, je dois vous en parler, un fâcheux événement qui a mis fin à tout cela, c'était la guerre du Golfe, plus exactement la crise du Golfe conséquente à l'invasion du Koweït par l'Irak. Donc c'était des choses que j'ai vécues pleinement parce que ça va m'affecter quand j'étais à Washington, parce qu'en fin de compte, à Washington, j'étais diplomate au moment pratiquement où il y avait une ambiance de fiesta, c'est-à-dire la victoire finalement du monde libre, entre guillemets, sur finalement ce qui s'apparentait à une chimère. Et donc cela prenait un peu la forme de triomphalisme. Et il y avait aussi donc les contre-coups de la défaite de l'Irak et de la politique américaine pour régler le problème palestinien. Donc les premières rencontres à Madrid en 91 et le processus d'Oslo. J'étais à Washington quand il y avait le processus d'Oslo. C'était extraordinaire d'être à Washington à ce moment-là. Oui, incontestablement. Il faut dire aussi, je m'étais astreint très jeune à quelque chose à laquelle malheureusement j'ai cessé de m'y complaire, à tenir un journal. Donc j'avais un journal, donc je suis matinal,
lever exactement, je mettais mon réveil à 6h moins 5. Donc je me donnais 5 minutes avant de quitter mon lit, etc. Je préparais mon café, chose que je fais jusqu'à maintenant. Et j'ai griffonnais. Donc quelque part, j'ai pratiquement une masse d'informations sur un peu cette période. On ne peut pas se fier à sa mémoire. Et ce journal comportait bien sûr, ou portait plus exactement sur les rencontres, sur les observations, sur les choses écrites, etc. Bon, donc j'étais témoin, une grande séquence, et les grands thèmes qui un peu happaient ma curiosité, c'était bien sûr les premières rencontres et les pourparlers israélo-palestiniens qui allaient préparer donc aux accords d'Oslo. J'étais celui qui représentait l'ambassade marocaine pour accueillir Yasser Arafat le 12 septembre, la veille donc de la signature des accords d'Oslo, et qui venait dans un avion marocain. C'était le Maroc qui avait mis à la disposition de Yasser Arafat donc l'avion qu'il avait transporté de Tunis à Washington. Et j'étais celui qui représentait l'ambassade quand Yasser Arafat s'est entretenu, une fois arrivé, dans un hôtel Anna avec les diplomates. Donc j'étais témoin de ce tournant qui présentait de grands espoirs, on n'y est pas malheureusement. Et il y avait un autre dossier qui attirait mon attention et qui était plus, disons, posé à Washington qu'ailleurs, c'était le dossier algérien. Bon, vous savez, l'Algérie venait d'être secouée par des soubresauts suite à l'interruption donc du processus électoral, et une bonne partie de l'opposition était à Washington. De même, il y avait un carrousel. Donc, en Algérie, il y avait un changement de leadership. C'est dire qu'est-ce qui a entraîné le gel de l'amélioration de nos relations, c'est qu'à un moment donné, le processus démocratique en Algérie n'a pas été respecté pour des raisons qu'on sait, et l'Algérie a basculé. C'est-à-dire, je vais vous dire un peu sur ce que je sais. Bon, je suivais un peu les choses de loin. De Washington, je lisais la presse, je suivais un peu dans ce qu'on appelle les séances d'audition, les hearings. Il y avait des rencontres dans un certain nombre de think tanks sur la situation en Algérie. Et ce que je sais, c'est que, bon, bien sûr, il y avait l'interruption, il y avait l'assassinat donc de Boudiaf, feu Boudiaf, en juillet 72. Mais je me rappelle, il y avait une interview qui avait un peu pratiquement donc fait grincer les Algériens. C'était une interview donnée par Feu Hassan II au journaliste Abdelrahman Rachid, qui était rédacteur en chef de Sharq al-Awsat, qui a parlé de choses et d'autres, de la situation marocaine. Il y avait le blocage de l'expérience d'alternance, etc. Et puis, il me semble qu'il y avait une question qui portait sur l'Algérie. Et Feu Hassan II avait dit qu'il aurait été sage de respecter le processus électoral et de faire un peu pratiquement de cette expérience un laboratoire. Voilà, donc, ce n'était pas du goût des Algériens. Il y avait pratiquement, donc, la presse s'est déchaînée. Bon, on peut comprendre que la presse ne s'est pas déchaînée d'elle-même. D'ailleurs, Feu Hassan II, je crois, en nommant ambassadeur Dormi, il avait prononcé donc une allocution en disant il ne faut pas prêter oreille au verbiage. Je crois que le terme qui était utilisé, c'était le verbiage, etc. Pour la petite histoire, c'est après coup que j'ai découvert que l'idée de laboratoire n'était pas de Hassan II, était plutôt de Chadli ibn Jdid. On vient de découvrir dans une interview qu'il avait accordé un organe japonais et qui est sorti après la mort de Chadli ibn Jdid, comme quoi il avait parlé de laboratoire. Donc quelque part, Hassan II ne faisait que reprendre une idée qui était pratiquement donc utilisée par Chadli ibn Jdid. Donc la paternité, mais les faits sont que c'est Hassan II à qui on a voulu faire payer, etc. C'était le commencement.
c'était un peu pratiquement une forme de campagne médiatique qui a un peu semé pratiquement, disons, qui a mis une forme de frein à cet élan. Et puis il y a eu les événements d'Asni en août 94, etc. Bon, là on peut peut-être un peu épiloguer, mais je crois que les raisons étaient bien avant en fait. C'était finalement, ce n'était que la goutte qui a fait déborder le vase. Non, c'est-à-dire que certaines parties en Algérie n'étaient pas très contentes de la relation de bonne qualité qu'avait Chadli Ben Jdid avec le roi Hassan II, et ils ont souhaité freiner l'avancée de... C'est-à-dire que, il me semble, bon bien sûr, là j'essaie de comprendre en tant qu'historien, il y a peut-être un jeu interne. Oui. Il y a un jeu interne, même si il me semble, selon quand même le témoignage d'un certain nombre de personnes très influentes dans le Cénacle algérien, je pense ici à Khaled Nezzar, dans ses mémoires, etc., qui ont évolué. C'était même question à un moment, lors d'une visite de Hassan II à Oran, à ce que Hassan II se rende à Mers el-Kbir, etc. Donc, chose qui n'a pas eu lieu, etc., pour finalement s'entretenir avec l'armée. C'était un peu le vœu de Chadli Ben Jdid. Je crois qu'il y a un jeu propre, finalement, donc, au inner circle, c'est-à-dire le Cénacle algérien. Mais il me semble aussi, il y a quand même une donne internationale. La guerre du Golfe, quand même, a changé la donne. C'est-à-dire que quelque part, et puis l'Algérie est entrée quand même dans une phase quand même turbulente. Donc c'était tout à fait normal qu'elle ait d'autres priorités. La guerre, la guerre du Golfe. La guerre du Golfe et les conséquences, etc. La non-application des accords d'Oslo, qui sont restés un vœu pieux. Ouais, c'est-à-dire que quelque part, c'est surtout les implications de la guerre du Golfe qui ont eu un effet pratiquement... qui ont freiné un peu l'élan maghrébin. Bien sûr. La Libye a été ostracisée, donc avec l'affaire de Lockerbie. Ouais. Donc, quelque part, finalement, il y a eu des retombées plutôt négatives sur pratiquement négatives sur le Maghreb en devenir, etc. Après votre... Pardon, excusez-moi, je vous coupe. Après votre séjour comme conseiller à l'ambassade du Maroc aux États-Unis, pourquoi n'avez-vous pas choisi d'embrasser une carrière de diplomate et devenir ambassadeur? C'est pas que je ne voulais pas. Bon, il faut dire un peu ce que les gens connaissent. Bon, d'abord, je n'avais pas de... Bon, il y avait, malheureusement, ce sont des faits, pas de bonne relation avec celui qui était mon chef supérieur, l'ambassadeur de l'époque. Et chose qui pourrait tout simplement, dans un cas normal, arriver, mais sans que cela prenne finalement des disproportions telles que prises, etc. Et bon, je suis rentré en 95, la queue entre les jambes. L'expression n'est pas mienne, mais je la fais mienne. Et c'était dans la perspective d'apurer des choses qui ne l'étaient pas, etc. Mais j'ai réalisé, donc j'ai déchanté, voyant qu'en fin de compte, toutes les portes étaient fermées. Donc toutes les portes étaient fermées, je suis revenu aux affaires étrangères, je n'étais pas reçu par personne pratiquement. Quand on me recevait, c'était avec courtoisie, j'étais quelque part persona non grata. J'étais pratiquement celui qui était directeur, je ne vais pas dire son nom, du cabinet de Filali, qui avait remplacé donc Taïb El-Fassi, qui était devenu ministre à l'époque, ou secrétaire d'État plus exactement, et puis membre du cabinet royal, m'avait fait comprendre que je n'étais pas désiré aux affaires étrangères. Donc en fin de compte, j'ai fait un autre choix, c'est-à-dire j'ai fait le journalisme, j'ai intégré un peu une expérience prometteuse, en l'occurrence le journal, le Sahifa, et puis j'ai inscrit un sujet thèse. Ce qui n'était pas un parcours normal pour quelqu'un. C'était un pis-aller, en fait. Ouais. C'était un pis-aller, je n'ai pas choisi, en fait. Bon, quand j'ai intégré les affaires étrangères, c'était pour faire carrière. Ouais. Bon, bien sûr, on n'intègre pas les affaires étrangères. Bon, je n'ai pas été admis.
Je n'étais pas admis. Il faut appeler les choses par leur nom, soit directement, soit indirectement. J'en ai gardé des séquelles. C'est pour ça que quelque part, j'en ai gardé des séquelles. J'étais tout simplement débouté en fin de compte. Donc, et là, c'est tout simplement, faute de mieux, je m'étais dit. Mais vous auriez pu choisir un autre ministère ou aller ailleurs, mais vous avez choisi. Je ne voulais pas parce qu'en fin de compte, j'aurais pu peut-être choisir. J'ai reçu une offre que j'avais déclinée. J'ai reçu pour intégrer l'intérieur. Ça ne cadrait pas avec mon état d'esprit. Je l'ai regretté par la suite parce qu'en fin de compte, j'ai travaillé à l'intérieur et j'ai un peu pratiquement donc corrigé un peu mon prisme qui était déformant. J'ai eu la chance, et je le considère comme étant une chance, d'avoir travaillé au ministère de l'Intérieur où j'ai eu la chance de côtoyer de grands commis de l'État, de grands patriotes. J'étais, je ne sais pour quelle raison, sur le prisme, j'étais jeune, donc pour moi, le ministère de l'Intérieur, c'était Oumoul Wezarat, etc. Bon, j'étais un peu sous l'emprise d'un discours qui un peu dénigrait l'intérieur. J'ai reçu une offre en 1996, je l'avais déclinée, et puis bon, je m'étais dit, tant qu'à faire, donc suivre mon petit bout de chemin, donc un peu le journalisme. J'ai créé par la suite un centre de recherche, et puis j'ai surtout inscrit un travail de recherche, une thèse de doctorat d'État. Et donc, faute de mieux, parce que faute de mieux, ce n'est pas un choix, c'était pratiquement, j'étais acculé. Et voilà. Donc, vous étiez dans le privé à un moment donné. Après. Pas le privé, non. Mais non, parce que le journal, c'était... Non, j'étais tout simplement chroniqueur. Oui, c'est-à-dire c'est le secteur privé. Enfin, c'est quand même une expérience qui relève quand même de l'opinion publique. Ouais. Bon, moi, j'étais chroniqueur, j'écrivais des chroniques, etc., comme j'écrivais des chroniques aussi pour Al-Hayat aussi. Donc, ce n'est pas que je n'ai pas choisi. Non. Et puis bon... Voilà, c'était finalement un pis-aller. Et puis d'une certaine manière, peut-être un peu le hasard fait bien des choses. Je n'aurais pas compris un peu pratiquement ce que j'ai compris sur un peu la complexité, disons, culturelle. Et puis bon, d'une certaine manière, je suis content de dire que par exemple, mon travail de recherche garde toujours son acuité. J'en ai parlé dernièrement avec Al Jazeera, on m'avait posé des questions, j'ai essayé de comprendre un peu finalement la complexité culturelle et ses éventuelles ramifications, implications sur le secteur politique. Parce qu'en fin de compte, certains disaient un peu aux États-Unis, en France, est-ce que quelque part le Maroc ne peut pas évoluer à l'algérienne? C'est finalement la même structure, la même texture, etc., culturelle. Et voilà, donc je m'étais dit, je vais analyser finalement le discours. Je suis arrivé à la conclusion que non. Bien sûr, c'est pas du tout. Bien sûr, mais sauf que moi, ça m'a pris 5 ans. Mais c'est l'État. Je me suis arrivé à la conclusion, c'était les 2 premières pages. D'ailleurs, lors de la discussion, c'est Mohamed Tozi m'avait dit, dans ce livre, ce qui compte, c'est la conclusion. J'ai dit, mais ça m'a pris quand même 5 ans. Oui, parce que c'est l'État. Depuis quand existe l'État en Algérie et depuis quand existe l'État au Maroc? C'est un autre monde. C'est pour ça, la différence, elle est là. Dans tous les cas de figure, ma conclusion n'a pas été démentie par les faits. Bien sûr. Voilà. J'ai finalement travaillé essentiellement comme approche comparative sur l'Algérie et sur le Liban. Sur le Liban, et j'avais dit, je crois, si ma mémoire est bonne, l'avenir du Maroc ne sera pas celui de présent algérien. Il sera autre. Bien sûr. Il sera autre. Et quelque part, dans cette phase, finalement, j'ai eu la chance, finalement, donc, faute de mieux, de comprendre un peu la complexité du spectrum culturel et politique du Maroc. Mais je tiens à dire, je n'étais pas reçu à bras ouverts par le ministère des Affaires étrangères. Donc si on veut faire un bilan de la trajectoire, donc ça a été le stage aux affaires étrangères, puis conseiller à l'ambassade du Maroc à Washington, puis après retour aux affaires étrangères, puis après vous avez participé à l'expérience du journal en étant chroniqueur, et après le journal, qu'est-ce qui s'est passé? Après le journal, j'étais en train de travailler donc sur ma thèse.
Et je m'étais dit, bon, finalement, il y a quand même le seul secteur où je pourrais préserver cet outil de travail qui est liberté, c'est l'enseignement. Pas que l'enseignement, c'est-à-dire l'université. Et la liberté, avec l'esprit critique, ce sont finalement les outils avec lesquels travaille finalement. C'est comme le maçon, il a ses outils, etc. Bon, la truelle, etc. Ben, la liberté est un outil de travail. Et la seule sphère qui pourrait finalement donc, me garantir, c'était... Donc je préparais ma thèse tout en écrivant donc, pour survivre. Il faut appeler les choses par leur nom. Donc il fallait survivre. Bon, c'était pas des masses, mais quelque part, bon... j'enseignais un peu dans un truc un peu à l'américaine, dans un établissement un peu à l'américaine, l'IHEM, et c'est là où j'ai connu, je côtoyais plus exactement, je l'avais connu avant, feu Ahmed Harzni, qui vient de nous quitter avant-hier. Donc, je le croisais pratiquement les après-midi, le mercredi, où il donnait cours, etc. Et il nous arrivait de papoter. C'est là où je l'ai connu, etc. C'était un établissement à l'américaine. Donc, je dispensais mes cours en anglais dans cet établissement. J'écrivais dans le Hayat en arabe, j'écrivais dans le journal en français. Donc, quelque part, je faisais un peu pratiquement bon usage de mes connaissances de la langue anglaise, de mes connaissances de ces trois langues. Et donc, c'est quand même une chance, finalement, donc d'être un peu polyglotte, etc. Mais mon intérêt portait sur mon travail de recherche. J'avais à l'œil, finalement, donc, d'intégrer l'université pour préserver, finalement, donc, mon autonomie et ma liberté. Mais le hasard a voulu que, bon, feu Hassan II meurt en juillet. Je venais pratiquement de présenter ma thèse un mois avant. Et donc, je m'apprêtais à intégrer l'université. Et c'est là que Hassan II donc, disparaît le 23 juillet. Je me retrouvais dans le Rif, à Nadour exactement. J'avais quitté tôt le matin, Rabat. J'avais travaillé un peu sur le mouvement culturel amazigh du Rif, mais je ne connaissais pas le Rif. Je connaissais les Rifs, hein, donc que je rencontrais ici, etc. Parce que je travaillais sur le discours. Et je m'étais dit quand même, on ne peut pas que travailler sur le discours. Il faut quand même connaître les acteurs. Je ne voulais pas être un peu influencé par mes rapports, mes interviews avec les personnes. Vous vouliez aller sur le terrain? J'avais présenté ma thèse. Parce qu'en fin de compte, je ne voulais pas être un peu influencé d'une manière ou d'une autre. Et c'est le vendredi, donc 23 juillet, où j'ai appris comme tout un chacun. Je l'avais pressenti quelque part. En regardant un peu finalement la télévision et donc la séance de Coran, donc j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Je n'ai pas été démenti et j'ai repris pratiquement le chemin juste après. J'ai fait donc, j'ai conduit donc toute la nuit. Je suis arrivé à 4 heures du matin et à 9 heures on m'a appelé donc le CNN pour finalement commenter la disparition de Hassan II. J'étais happé par des journalistes de partout, etc. Donc, je présidais à l'époque le Centre Tariq Ibn Ziyad. Et mon voisin du palier, c'était un certain Steve Hughes, qui était correspondant de Reuters, et qui lui-même venait d'écrire, etc., des papiers qui venaient chez moi, etc., pour envoyer dans mon fax, parce qu'il y avait le fax à l'époque, donc ces papiers. Le dimanche, CNN, donc le samedi plus exactement, m'ont forcé la main pour couvrir les obsèques de Hassan II. Je tenais quand même à assister, à rendre hommage à Hassan II, et j'étais tiraillé en fin de compte par à la fois rendre hommage présentement et aussi rendre hommage à travers finalement un grand levier qui était le CNN. J'ai appelé celui qui était mon condisciple et qui était directeur de cabinet du prince héritier, M. Fouad Ali Lima. Je lui ai dit voilà,
Parce qu'en fin de compte, je demande quand même d'informer Sa Majesté. Il m'a appelé donc dimanche matin pour me dire non, Sa Majesté ne voit pas d'inconvénient à ce que tu fasses la couverture, ou tu participes à la couverture de l'hommage sur CNN. C'est chose que j'ai faite. Voilà, donc je ne pensais pas que après, c'était une immense perte voilà. pour le monde entier, Voilà. pas pour le monde arabe, pour le Maroc, pour le monde entier. Et en même temps, c'était une Alors, je suis allé passer mes vacances. Je suis allé chez un ami, Hassan Ben Abdi. Il a une petite maison à Seder Hal. Et le lendemain, j'étais dans mon bureau à Centre Tariq Ibn Ziyad. Bon, il n'y avait pas le portable à l'époque. Voilà, c'était le standard de ce qu'on appelle les sablons. Pour me dire, voilà, j'étais invité chez M. Fouad Al-Lima pour un dîner. Voilà, donc j'ai compris, voilà. Le lendemain, j'étais nommé, c'était le 9 août, j'étais nommé porte-parole du palais. Comment s'est passée cette expérience? Et on était quand même dans des moments assez pénibles. C'est quand même la disparition. On a un peu, disons, pris conscience du poids de la disparition de Hassan II. C'était un peu la disparition du père. Bien sûr. Notre père à tous. Oui, non, c'était... Le père de la nation. Même si quelque part, sa présence était des fois pesante. Mais c'était quand même une disparition. On vivait une ambiance quand même, comment on appelle ça, de deuil. Bien sûr. Donc, j'étais donc appelé, c'était un mardi, le 9 août. Bon, je n'avais pas de costume, je suis allé chez moi pour porter un costume. Je n'avais pas trouvé de cravate, parce que ça faisait très longtemps que je portais plus de cravate, etc. Et je suis allé au cabinet royal. J'ai trouvé M. Fouad Al-Lima, donc on s'est parlé comme on avait l'habitude de se parler, entre copains, condisciples, etc. Et puis voilà, donc on m'appelait pour rentrer donc au bureau de Sa Majesté. Il m'avait reçu en présence du prince Moulay Rachid. Donc il m'a dit voilà, j'aurais besoin. C'était convivial et j'ai dit voilà, je suis redevable à votre Majesté, à votre père. Voilà, c'était un peu ce que j'avais dit, etc. Et j'avais exprimé en disant je ne ménagerai pas ce que je pourrais faire pour ce que je pourrais faire. Donc il y avait ma bonne disposition, mais bon, dans la réalité, bon bien sûr, mais dans tous les cas de figure, ça s'est fait comme ça. C'était la première nomination. Et comme c'était la première nomination, on ne savait pas sur quel schéma il fallait tout faire en fin de compte. Ce n'était pas comme par exemple un poste de quelqu'un qui remplace finalement quelqu'un, donc il y a des règles, etc. C'était une nouvelle structure et on ne savait pas s'il fallait que ce soit une structure ou une personne. Bon voilà, c'est comme ça que les choses se sont passées. Ça a duré combien de temps, cette expérience? Laquelle? De porte-parole de Palais Royal? Porte-parole, c'était d'août 2003 à juin 2005. Ok. Voilà, donc 2005, après j'étais nommé Wali, de région Meknès Filanet. D'accord. Quelle expérience, quelle image forte vous gardez cette nomination, de ce poste de porte-parole de Palais Royal, du Palais Royal? D'abord, j'ai découvert à l'aune de l'action que j'avais une vision un peu livresque des choses. Je pensais qu'en fin de compte, l'écrit pouvait se suppléer à la réalité. Je découvrais que la réalité était autre chose. Je me rappelle,
Et j'en avais parlé à un grand homme. C'était lors de la tournée de Sa Majesté dans le Nord, c'était à Chaoun. J'étais impressionné par le nombre de personnes qui étaient venues donc saluer Sa Majesté. Donc j'étais impressionné. J'étais impressionné et je dis, mon général, comme ça, c'est comme un enfant qui découvre quelque chose de banal, mais bon, ce n'était pas banal. De trivial, je dis. Mais qu'est-ce? Un papier devant toute cette foule venue acclamer. Donc, Sa Majesté. La tournée du Rif était un des moments les plus marquants. C'était quelque chose de très marquant. Donc je l'avais vécu de bout en bout, depuis l'avant-départ où Sa Majesté avait prononcé un discours qui avait fait date. On ne pensait pas que ce discours allait faire date. C'était un discours... Il y avait le lieu déjà. Casa, c'est-à-dire quelque part, c'était un peu pratiquement la symbolique. Eh bien, ce discours va faire date, il va être marquant par le nouveau conseil d'autorité. Là, donc, on était pratiquement dans une nouvelle réorientation. Et c'était, il me semble, si ma mémoire est bonne, un lundi. De toutes les manières, la date, c'est le 12 octobre, quand Sa Majesté avait prononcé le discours où il avait parlé, donc, où il avait lancé le nouveau conseil d'autorité. Le lendemain, donc, il y avait le départ vers Tanger, avec des arrêts sur pratiquement Kénitra, l'Araïch, et puis une rentrée triomphale à Tanger. Et après 3 jours, donc, tout le parcours, donc Tanger, Chaouen, Bab Barred, Terguist, jusqu'à Al-Hoceima. Donc, c'était la première étape. Puis Tanger, c'était faire référence aussi au fameux discours de Mohammed V à Tanger. Sa Majesté n'avait pas prononcé le discours à Tanger. Mais non, c'était son arrivée. Son arrivée, c'était un hommage à son grand-père. Et puis après, comme vous avez dit... Il faut dire la vérité, c'est que Tanger se portait mal. C'est-à-dire que quelque part, sans prétendre connaître le Nord avant, etc., mais bon, m'est arrivé, je suis allé en 97 en famille, donc je suis allé en Espagne, donc à Grenade pour la première fois. C'est là où j'ai découvert Alhambra. Et dans le retour, j'étais très déçu de l'état où se trouvait pratiquement donc, la ville de Tanger, qui était marquée par les contre-coups de ce qu'on appelait à l'époque la campagne d'assainissement. Je ne sais pas si je me rappelle, etc. Et ça avait laissé des séquelles, donc, en termes d'infrastructures, etc. Et pour la petite histoire, en 2002, j'étais avec Sa Majesté lors du sommet arabe qui s'est tenu à Beyrouth. Et mon rêve, c'était qu'un jour, en fin de compte, Tanger devienne un jour comme Beyrouth. Je viens d'arriver de Beyrouth. Eh bien, Tanger, maintenant, a 30 ans d'avance sur Beyrouth. C'est dire comment les choses, pratiquement, avaient changé. Voilà. Parce qu'il y a un investissement très... Je voyais un peu le potentiel et il me pesait quand même que ce potentiel ne soit pas mis en œuvre, etc. Il a été. Et Tanger a fait peau neuve. C'est une des plus belles régions. J'avais préconisé qu'on fasse un dossier sur Tanger dans Zaman, chose qu'on a faite. C'est la plus grande ville quand même du détroit, donc de Gibraltar. Bien sûr. Voilà, donc il y avait Tanger, et puis bon, après Tanger, donc Hoceima Nadour, et puis après Nadour, donc Oujda. Très bien. Puis après, vous avez été nommé Wali. Donc vous avez intégré le ministère de l'Intérieur. C'était quelque chose de nouveau pour vous? C'était nouveau, bien sûr, mais quelque part, je m'étais un peu frotté
au travail du ministère de l'Intérieur via le centre Al-Knuziyat. Je présidais le centre et nous arrivait de faire des manifestations. Et on avait donc affaire aux représentants de l'administration, des gouverneurs, etc. Et c'est là où j'avais déjà un peu commencé à connaître ce corps que j'ignorais. Et j'avais mesuré l'abnégation donc des éléments de ce corps, leur connaissance de la réalité marocaine. Mais bon, c'était une découverte. Je me rappelle une fois au Ali, j'avais retrouvé pratiquement un grand commis de l'État lors de la fête du trône. On dînait ensemble, etc. Je lui parlais des choses, etc. Il m'a dit, mais tu me surprends. Je dis, écoutez, en général, parce que c'était un militaire, je connaissais la physionomie. Je suis dans l'anatomie maintenant. J'étais dans la physionomie, etc. Là, en tant que représentant de l'administration territoriale, je suis dans l'anatomie. Je connais les viscères de ce corps, Bien etc. sûr. Et donc, bon, vous savez, bon, connaître un corps à travers sa physionomie, ce n'est pas connaître un peu les viscères. Par sa physionomie, ce n'est pas comme l'anatomie. Donc, quelque part, le ministère de l'Intérieur m'a permis un peu de connaître un peu les ressorts de l'État. Parce que quand même, on est dans un poste d'observation des différents... Puis du terrain, vous étiez. Et puis le terrain. C'est-à-dire d'abord les vecteurs, parce qu'en fin de compte, on est appelé à coordonner donc l'action. Tous les départements. Tous les départements. Donc, on apprend un peu les problèmes de l'éducation, de l'urbanisme, de la santé, etc. La police, etc. Et puis, bon, on est sur le terrain, donc on connaît la société, pratiquement différentes couches, etc. Donc, c'était pour moi une grande école. Une grande école, et je ne rendrai jamais assez d'hommage à ceux qui sont dans ce corps dont j'ai mesuré l'abnégation. Je ne dirais pas ça de tous les différents corps, peut-être par mes connaissances, mais dans tous les cas de figure, c'est un corps auquel je me suis mêlé et frotté. Et j'ai toujours un sentiment de reconnaissance à ce corps. Il y a des grands commis de l'État à la tête du ministère de l'Intérieur. C'est plus que des commis, c'est des patriotes. Ah ouais. Ah non, c'est plus que des commis. Il y a des gens formidables. Ah, incontestablement. Quoi qu'on dise, etc. Et d'ailleurs, ils répondent par le silence, et comme on dit, seul le silence est grand. Bien sûr. Tout le reste est faiblesse. Ouais. En citer quelques-uns serait ne pas rendre hommage à d'autres. C'est cela, non. Donc, non mais je vous dis. Mais j'ai des amis proches qui travaillent là-bas et je mesure l'effort qu'ils font. Ah non, moi franchement, c'était pour moi une chance. Une chance. Combien a duré de cette expérience? Pratiquement 3 ans et demi. 3 ans et demi. 3 ans et demi. D'accord. Et après le... Après, bon, si on veut parler, on ne veut pas être un peu dans la langue du bois, j'avais un peu mal accusé finalement, mal ressenti d'être un peu, disons, relevé. Je crois que je n'ai pas j'ai accompli mon devoir et je n'ai pas finalement à spéculer sur ce que je ne maîtrise pas, mais sur un plan personnel, et j'avais un peu repris pratiquement donc une petite retraite, mais je faisais partie d'un système. Et bon, j'ai reçu des visites d'un certain nombre de personnes, etc., pour pas calmer mes ardeurs, mais bon, dire voilà, l'avenir est devant toi, etc. Et puis bon, et j'avais tout simplement, parce que les bruits circulaient, et j'avais dit tout simplement que je n'étais pas fait pour un poste d'historiographe. J'avais un peu pressenti que ça allait être une planque, pour ne pas dire autre chose, et qui, pour moi, s'apparentait, alors que j'étais dans la force de l'âge. Vous aviez quel âge à l'époque? Oh, je devais, 46 ans.
46 ans, j'avais quand même une expérience, etc. Je pensais pouvoir finalement donner le mieux de moi-même, servir mon pays, etc. Et c'est pas à cet âge finalement qu'on pourrait accepter une planque. Et puis ça ne correspond pas finalement à mon tempérament. Je crois que c'était plus qu'une planque. Pour moi, c'était pratiquement j'ai droit à avoir une subjectivité. C'était une mise à mort morale. Mise à mort morale et quelqu'un qui n'est pas dans l'action, qui n'est pas machin, etc., qui n'a pas forcément dans l'action, mais dans la vie, pratiquement n'a pas de raison d'être, est un homme mort. Donc je ne voulais pas être un peu le complice de mon propre meurtre. Et c'était d'autant plus que ça allait être une humiliation. Et je ne voulais pas être un peu le complice de ma propre humiliation. Bon, j'ai un peu fait, contre mauvaise fortune, bon cœur. Bon, j'ai accepté, etc. Mais bon, encore faut-il quand même avoir les moyens de travail. Même de cela, j'en étais privé. Effectivement, parce que bon, toute la question, est-ce que dans une conception d'un État moderne, on a toujours besoin d'un historiographe? Parce qu'en fin de compte, l'histoire, elle se fait. Mais dans tous les cas de figure, je ne suis pas dans le jeu de dire est-ce qu'en fin de compte, on a besoin d'un historiographe ou pas. Je n'étais pas fait pour le métier. Et vous n'avez... Je n'étais pas fait... J'aurais pu. Bon, je crois que quelque part... Vous auriez pu demander un poste de diplomate, par exemple. On m'a pas donné finalement. On m'a pas sollicité pour me dire... alors j'avais exprimé mon souhait de servir Sa Majesté. Je l'avais effectivement, oui, je l'avais dit. Mais je ne pense pas que finalement, en acceptant une planque, j'allais servir Sa Majesté ou mon pays, et encore moins donner une raison d'être. Ça ne veut pas dire que je refusais le poste en tant que tel. Je refusais ce qui allait être fait de ce poste. C'est ce qui s'est fait malheureusement, une coquille vide. Et je crois qu'on n'en avait pas besoin de cela. Je n'avais pas besoin de cela, d'autant plus, pour moi, j'avais senti ça. Mais pour vous, c'était pas le fait d'avoir exprimé publiquement... Comment ? Mais le fait d'avoir exprimé publiquement que ce poste ne vous intéressait pas, etc., est-ce que ce n'était pas une mise à l'écart volontaire de la chose publique par vous? Je n'ai pas compris votre question. C'est-à-dire? Dans tous les cas de figure, la nomination, c'était une mise à l'écart. Oui, mais parfois... Ça c'est tout le monde. On a beau finalement, pratiquement, sous des artifices finalement, c'était une mise à l'écart, incontestablement. Oui, mais aussi... Mais la refuser était aussi une mise à l'écart. Je n'ai pas refusé, je n'ai pas refusé. Ben, quand même, je connais quand même les règles dans le Makhzen. Je n'ai pas refusé. Je n'ai pas refusé. Je ne peux pas refuser devant le roi. Bien sûr. Bon, mais quand même, il y a quand même des machins, etc., dont on teste, etc. Oui. Mais pour ne pas être finalement dans l'embarras et ne pas mettre finalement dans la gêne, j'ai fait comprendre que bon, c'est pas quelque chose qui me passionnerait. D'accord. Et non pas que je suis au contraire. Bon, quand je parle par exemple de mon prédécesseur, c'était un grand homme, un grand monsieur. Bon, c'était finalement un grand historiographe. Je suis toujours un peu pratiquement son disciple. Ce n'était pas le poste que j'allais finalement, que je refusais. Mais que cela, c'était la connotation et ce que je craignais, c'est exactement ce qui s'est passé. Je vous dis un peu ce qui a été dit dans les arcanes, une coquille vide. Bah, écoutez, libre à quelqu'un d'accepter une coquille vide. À l'âge où j'étais, je ne pouvais pas l'accepter. Et depuis, vous aviez 45 ans, c'est ça? Je crois, c'est-à-dire 80, c'était 2009, c'était 47 ans. Vous avez 47 ans. Et depuis ce moment-là, vous n'avez plus occupé de poste public? Non, je n'ai pas occupé de poste public. Non. Est-ce que ça vous fait quelque chose alors que vous êtes un des membres, un des hommes les plus brillants de ce pays? Ça, je ne sais pas, c'est vous qui le dites, je n'en sais rien. C'est moi qui le dis, et je suis réputé, je ne suis pas quelqu'un qui jette des fleurs aux gens. Quelqu'un était venu me voir. Je ne jette pas de fleurs. Non, quelqu'un était venu me voir, etc. J'ai dit ce que je pense. Il n'y a pas plus noble que de servir son pays. Vous croyez que je suis content de ne pas servir mon pays? C'est ça, c'est pour ça que je vous croyez pose. que je suis finalement? Vous croyez que quelque part, finalement, je ne ressens pas pratiquement une frustration? Bien sûr que je la ressens. Je
je vous aurais menti si je dis non, je la ressens. Mais quelque part, je préserve un peu l'essentiel, ma dignité. Ma dignité, parce qu'en fin de compte... Et votre liberté aussi. Je pourrais finalement, disons, réguler. Quand on est service de l'État, je sais ce que c'est que l'État. Je sais ce que c'est que la discipline. Mais j'ai mal un peu ressenti, finalement, cette mise à l'écart. C'était pour moi pratiquement une mise à mort morale. Une mise à mort bon, pourquoi, je n'en sais rien. Il y a peut-être un peu le contexte, il y a peut-être un peu ce qu'on se fait. Mais bon, comme c'est des conjectures, je ne veux pas finalement... Mais bien sûr que je ressens une frustration. Je n'étais pas fait finalement... J'ai toujours rêvé de la chose publique. J'ai toujours porté la chose publique. Bon, je dirais un peu ce que disait Thomas Mann. Ce pays qui ne... Enfin, lui, je reprends un peu à l'inverse. Moi, il avait dit, ce pays qui ne m'a rien donné, qui ne m'a rien demandé. Ce pays m'a tout donné, mais il m'a pas demandé grand-chose, en fin de compte. Bien sûr que je ressens une frustration. Mais face, finalement, au dilemme et préserver ma dignité. Non, mais la force que vous avez eue, il faut le dire, hein, c'est que vous avez entamé une autre carrière d'historien, d'écrivain, de romancier. La vie s'est pas arrêtée à 47 ans. Non, c'est pas arrêté. Vous avez continué, vous avez écrit, etc. Et puis, vous savez très bien, vous connaissez le Maroc mieux que moi, je pense, ou alors aussi bien, c'est que dans la vie, elle n'est pas linéaire. Et surtout au Maroc. Elle n'est pas linéaire. Demain, vous pourrez être appelé à d'autres fonctions, etc. Tout peut se faire. Mais qu'est-ce qu'on exige? On exige, est-ce que c'est ce que vous représentez vous? On exige le fait d'être nationaliste, d'avoir son nationalisme à fleur de peau. Vous l'avez. Il est clair qu'à 47 ans, depuis l'âge de 47 ans jusqu'à aujourd'hui, vous en avez 60 maintenant, vous n'avez pas occupé de fonction officielle. Ça ne veut pas dire que demain, vous n'en occuperez pas. Tout le monde est appelé à servir son pays à un moment donné, mais différemment. Vous l'avez déjà servi en tant que diplomate, en tant que porte-parole du Palais Royal, en tant que wali. Et peut-être demain, vous serez appelé à faire autre chose. Écoutez, écoutez, je ne peux pas préjuger de l'avenir. Bien sûr. Mais je n'ai pas 20 ans. Je n'ai pas 47 ans. Il faut, comme on dit en arabe, vous m'avez posé une question, moi je vous ai dit le dilemme devant lequel j'étais. Oui. Bon, si un peu j'ai choisi d'écrire dans le Zaman, c'est dire je connais l'histoire. Bien sûr. Je peux, mais à condition d'avoir les moyens. Parce qu'en fin de compte, mais finalement porter un titre sans fonction, ce n'est pas mon genre. Bon. Mais quelque part, si c'était finalement pratiquement pour faire de l'histoire, et j'ai toujours une copie de ma conception du poste, etc. Je garde toujours pratiquement les missives, etc. J'avais une conception. Bon. Il fallait répondre à deux questions. Qu'est-ce qu'on veut faire de ce poste? Soit s'inscrire un peu dans la continuité, c'est-à-dire Hassan Aourid qui remplace Abdelwahab El-Mansour. Donc il faut qu'il ait pratiquement les mêmes prérogatives. Pas moins, pas plus. Soit on veut finalement une nouvelle structure, et ben il faut quand même qu'elle ait les moyens. De deux choses l'une. On n'était ni dans l'un ni l'autre. Bon, voilà, sois belle et tais-toi. Voilà. Je suis désolé d'exprimer un peu finalement. Je ne suis pas d'accord avec vous sur la lecture par rapport à l'âge. Je vous dis finalement. Parce que pour moi, l'âge c'est qu'un chiffre. C'est-à-dire, on regarde aujourd'hui, il y a des très grands commis de l'État marocain qui sont très très âgés. Parce que le talent, il est plus important que l'âge. Et souvent, dans des postes difficiles, on a besoin de gens très expérimentés, on le voit, je ne vais pas les citer, pour ne pas leur porter mauvais œil, mais on a des très grandes personnalités qui occupent de très hauts postes et qui sont très âgés. Donc, 60 ans, ce n'est pas la fin de la vie, au contraire. Et je suis à la fois d'accord avec votre prudence par rapport à l'avenir. Personne ne peut prédire, ni vous ni moi, ce qui pourra se passer. Politiquement,
Il y a une seule vérité. Dans la vie, il y a une seule vérité qui soit absolue, c'est la mort. Bien sûr. Mais j'avais un peu répliqué un politique algérien quand il avait dit que nous avons atteint l'âge de le point de non-retour, etc. En politique, c'est le genre de discours à ne pas tenir. Il faut jamais dire jamais. Bien sûr. Il faut jamais dire jamais. Bien sûr. Je suis d'accord dans l'absolu. Bien sûr. Bon, moi je suis ce que je suis. J'ai gagné incontestablement en expérience, peut-être aussi en maturité, mais j'ai perdu en tant que de fougue et de vigueur. Je ne suis plus finalement, quand j'étais wali par exemple, je suis à pied d'œuvre à 6 heures du matin, à dos de cheval et au machin, etc. Je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus. Je n'ai plus finalement cette force. Bon, mais peut-être, j'ai incontestablement, c'est l'effet de l'âge. Mais vous avez gagné en expérience, en maturité. En expérience, peut-être aussi en maturité, etc. Mais restant finalement, donc vous m'avez posé des questions sur mon parcours, il est ce qu'il est. Donc à partir de 2010, c'était finalement une autre expérience qui s'est faite aussi par des hauts et des bas, en fait. La voie n'était pas balisée, il fallait me frayer mon chemin, etc., contre vents et marées, avec des doutes qui pratiquement revenaient sans cesse sur ce choix qui n'était pas finalement un choix, j'étais obligé de faire ce choix. Voilà. Là, en fin de compte, j'embrasse ce choix, j'en ai un peu finalement tiré le meilleur. Donc, in fine, je suis gagnant, j'ai fait une petite expérience dans le monde des lettres, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, j'aime beaucoup finalement mon expérience avec mes étudiants, ça me permet d'apprendre, de réfléchir, j'ai un peu voyagé aussi dans le monde arabe, je le connais quand même un peu plus, je le connais assez bien, mieux qu'avant dans tous les cas de figure, je n'ai pas cessé d'évoluer, voilà. La pire des choses, c'est finalement de stagner. Je n'ai pas stagné. Donc c'est par ces mots-là qu'on va finir notre émission, qui a été riche, qui a été longue, parce que la vie de Si Aourid est diverse. Il a occupé des fonctions différentes, à la fois il a servi l'État différemment, il est écrivain, il est romancier, c'est un homme de talent, c'est un homme d'influence, de par ses écrits. Et je le remercie d'avoir bien voulu passer 7h15 avec nous et de nous avoir éclairés sur la situation de notre pays. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Et je réitère mes remerciements à vous et à toute l'équipe. Merci à vous. Merci. Merci, Siaoui.